Téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision, bonjour. Je reçois pour vous aujourd'hui Marcelin Nadeau, qui est donc candidat aux élections législatives dans la circonscription du Nord, alors qui est la deuxième circonscription. C'est la circonscription la plus vaste en superficie, puisqu'elle part de Chelcher, elle fait tout le tour jusqu'à Sainte-Marie, en passant par tout ce qui est à l'intérieur, sauf le Gros Monde. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais avec Saint-Joseph. C'est ça. Bon. Bonjour Marcelin Nadeau. Bonjour Carl Paolo. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent. Bien. Alors, bien que tu sois une personnalité politique connue, puisque tu es d'abord maire du Pêcheur, ensuite, tu as déjà eu 3 mandats. C'est ton quatrième. C'est ça, c'est mon troisième mandat. Ton troisième mandat. Ouais. Tu es conseiller territorial. Je vais quand même te demander de te présenter, de présenter ton parcours politique pour ceux des rares, sans doute, téléspectateurs de Zouk Télévision qui ne te connaîtraient pas. Mais ça m'étonnerait qu'on ne te connaisse pas. Merci, en tout cas, de me permettre de me présenter. On gagne toujours à se représenter constamment, puisqu'il y a peut-être des facettes que les gens connaissent moins. Je voudrais d'abord dire, dans ce contexte un peu particulier où on voit beaucoup, toutes les candidatures sont légitimes, j'en conviens, mais je veux dire que je suis avant tout un militant. J'ai été très jeune militant politique. Je me suis engagé en politique dans ce qu'on appelait avant les jeunesses d'avant-garde. Donc c'était une organisation de jeunesse solidaire du GRS, donc très militant lorsque j'étais lycéen. J'ai continué à militer en étant étudiant à l'Union Générale des étudiants guyanais à Grenoble. Après, j'ai adhéré au mouvement des démocrates et des écologistes martiniquais. Nous avions créé un mouvement des Caribéens dans l'immigration en France. Et j'ai aussi milité dans des structures préchotines, par exemple une structure qu'on a appelée Jeunesse Levée. Et c'est tout naturellement que de retour au pays, un certain nombre d'amis et de camarades m'ont proposé d'être candidat aux élections municipales. Donc j'ai essayé une première fois en 2001, ça n'avait pas marché. Nous avons réessayé au cantonal en 2004, là ça a marché, j'ai été élu conseiller général à ce moment-là, et en 2008 j'ai été élu maire du Prêcheur. Donc c'est vraiment un parcours de militant, et c'est pour ça que je me définis comme un militant élu ou un élu militant. Très bien. Alors, avant de passer directement aux élections législatives, je vais quand même parler de la séquence précédente, c'est-à-dire des élections présidentielles, pour te demander d'abord si tu avais soutenu un candidat, ou plusieurs, j'en sais rien. Tu diras. Et ensuite, qu'est-ce que tu as pensé des résultats, tant au premier tour qu'au second tour, qui ont fait, évidemment, parler beaucoup de gens ont parlé, écrit, dit toutes sortes de choses. Bon. Et donc, je demande à tous les candidats, quelle que soit la circonscription, de donner leur point de vue. Alors, moi, j'avais soutenu, in fine, Jean-Luc Mélenchon. Je dois dire également que je suis complètement transparent, qu'au départ, j'ai participé aux primaires des écologistes français, et j'avais opté plutôt pour Jadot, pensais qu'il est en capacité de rassembler l'ensemble des écologistes, puisque je suis écologiste, et donc j'ai toujours, été en relation avec le réseau des écologistes français. Mais après, je me suis beaucoup interrogé sur cette incapacité de la gauche à se rassembler, et je me disais même, et j'ai eu l'occasion de le dire sur le plateau de cette télévision, que nous aurions peut-être la gauche, enfin la France aurait peut-être la gauche la plus bête du monde dans son incapacité, alors qu'on voyait venir le danger Le Pen notamment, de son incapacité de se rassembler. Mais finalement, donc in fine, j'ai pensé que, après analyse, que Jean-Luc Mélenchon était le mieux placé à gauche, justement, pour peut-être être qualifié pour le second tour. Malheureusement, il n'en a rien été, mais j'ai pensé cela. Et puis un autre élément, c'est que au niveau de PIA, nous avons longuement discuté. Donc dans un premier temps, nous nous sommes dit pourvu que ce soit des candidats qui sont un peu en phase avec notre vision du monde, on pouvait laisser nos camarades choisir entre, disons, les candidats de gauche et les écologistes. Mais nous avons quand même eu la bonne idée, à travers une plateforme d'orientation, d'interpeller l'ensemble des candidats de gauche et de l'écologie. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui a été le seul avoir répondu de façon rigoureuse sur 14 pages à l'ensemble de nos interrogations. Il y a un deuxième élément aussi qui m'a fait pencher en faveur de Jean-Luc Mélenchon, c'est que lorsque j'avais pris mon arrêté anti-pesticides, j'avais décidé d'adhérer
puisque bon, j'avais eu très peu de soutien d'élus martiniquais, à deux exceptions près, et de maires singulièrement. Mais j'avais décidé d'adhérer au collectif français des maires anti-pesticides. Et j'avais reçu donc un message du président de ce collectif, qui est monsieur Daniel Keuf, et qui m'a indiqué effectivement et qui m'indiquait également que Jean-Luc Mélenchon était le seul à répondre aux interrogations du collectif des maires anti-pesticides. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé effectivement d'appeler très clairement, et bien avant les élections, bien avant le premier tour, d'appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon. D'autant que, j'avoue que sur quelques aspects un peu jacobins, je ne me retrouvais pas toujours dans ses orientations, mais j'avais trouvé que le programme de la NUP à l'époque était intéressant et qu'il y avait une dimension écologiste intéressante, en plus qui me ressemblait, parce que je suis certes un écologiste, mais aussi un écologiste qui pose la question à la fois de la fin du monde et de la fin du mois. C'est-à-dire que je suis très attaché aussi aux valeurs, on va dire, de l'idéal socialiste, de la solidarité et de la justice sociale. Donc voilà, pour ces raisons-là, très clairement, j'ai appelé à voter Jean-Luc Mélenchon avant le premier tour. Il s'en est fallu de cheveux, hein, 400 000 voix. C'est-à-dire que si certains n'avaient pas persisté à se maintenir, à se présenter au premier tour. Oui, parce qu'ils auraient pu se retirer, à mon avis. Ils auraient pu se retirer, et c'est vrai que c'est dommage, parce que quand j'ai entendu après un certain nombre de leaders de gauche et de l'écologie dire que oui, il faut faire barrage à Le Pen, alors qu'ils auraient pu bien avant, s'ils s'étaient mis d'accord dès le premier tour, à Le Pen, ils pouvaient faire barrage. On est entièrement d'accord. Excuse-moi, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction pour toi, enfin, apparente au moins, entre cette possibilité de s'entendre sur un seul candidat au premier tour, sinon à 4, au moins à 2, peut-être à 3. Et puis, le fait que les élections présidentielles étant passées, les électeurs ayant parlé, ce qui était possible 1 mois, 2 mois, 3 mois avant, de le vient subitement. Oui, c'est quand même un peu... C'est très bien, hein, je m'en félicite, mais bon. C'est surprenant. Puis, je pense que c'est vrai que beaucoup d'électrices et d'électeurs, singulièrement en Martinique, c'est vrai en France, mais ça l'est encore plus en Martinique, quand on voit malheureusement le score réalisé par Le Pen, n'ont pas compris. Et je crois que la gauche n'a pas compris que lutter contre les idées d'extrême droite, c'était pouvoir se rassembler sur un certain nombre de valeurs. Et que quand ils l'ont fait, finalement, ils ont pris position par rapport au deuxième tour, où on était contraint à choisir entre Macron et Le Pen. À ce moment-là, il parle de barrage en disant de voter Macron. Et c'est vrai que Macron, compte tenu de la politique qu'il a menée pendant 5 ans, a vraiment, je pense, désespéré des gens. Il y a eu aussi une politique fortement répressive. Toutes les attaques contre les catégories les moins favorisées, tous les cadeaux, notamment la suppression de l'ISF, faits aux catégories les mieux loties. Je pense que ça fait que ça a créé un trouble dans l'opinion, et ce trouble explique que malheureusement des gens en Martinique singulièrement aient fait le choix de voter Marine Le Pen. Autrement dit, pour toi, au second tour, ça n'est pas un vote d'adhésion, c'est simplement une manière de dire votre Macron, on n'en veut pas. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'au premier tour, les gens choisissent Mélenchon. Ils avaient le choix. S'ils étaient Le Pen, ils auraient voté Le Pen dès le premier tour. Ils ont quand même fait le choix de Mélenchon, et je trouve ça intéressant. Par contre, c'est vrai qu'ils en avaient tellement marre de Macron qu'ils ont aussi osé franchir la ligne rouge ou la ligne jaune, je ne sais plus, et voter Marine Le Pen, à mon avis, en nombre trop important. Alors, tu as cité le programme de la NUPES il y a 2 minutes. J'imagine donc que tu en as pris connaissance. Ce ne sont pas que des valeurs. Il y a 650 mesures. C'est des choses extrêmement précises, hein, parce que les valeurs, tout le monde est pour les valeurs. Hein, c'est un langage politiquement correct. C'est ce qu'il faut dire, donc les gens disent ça. Mais quelles valeurs? C'est-à-dire que je retiens quand même quelques éléments programmatiques du programme de la NUPES, à la fois sur les questions à la fois sociales et sur les questions aussi environnementales. Ça me paraît intéressant de poser la question de la réévaluation du SMIC. Ça me paraît important de poser la question de l'âge du départ à la retraite.
Et d'ailleurs, et ça me paraît aussi important de poser la question, effectivement, du prix, notamment des denrées de première nécessité. Et d'ailleurs, il y a un débat qui fait rage. On sait bien qu'il y a eu une levée de bouclier de la part d'un certain nombre d'économistes, on va dire à tendance néolibérale, pour expliquer que la liberté des prix, c'était fondamental et que bloquer même une catégorie de prix, ça paraissait complètement abscon. Moi, je crois au contraire, il faut absolument aller vers ce type de mesures. Mais ce que je voudrais quand même dire, donc on ne va pas reprendre toutes les mesures du programme de la NUPES, mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que notre relation à la NUPES, ça n'est pas une relation d'allégeance. Je dis très clairement que je suis un militant martiniquais avant tout, et que dans tous les peuples du monde, et on parle de valeurs, pour moi ça me paraît quand même essentiel, je partage un certain nombre de valeurs avec des gens. Et c'est la même chose en France. Et donc je partage des valeurs avec un certain nombre de militants et de forces politiques en France. Donc je crois, nécessaire, on l'a expliqué, qu'il faut, moi je serais très favorable à l'idée d'une cohabitation, puisque Emmanuel Macron étant réélu. Donc je crois à la nécessité d'une cohabitation. J'aimerais que la gauche soit majoritaire. Nous voudrions participer de cette dynamique majoritaire, mais en même temps, il ne nous a pas échappé que nous avons des problématiques assez spécifiques concernant l'importance du chômage, par exemple. Et là-dessus, nous avions, je parlais tout à l'heure d'une plateforme d'orientation, nous avions fait une proposition, ou interpellé M. Mélenchon notamment, sur un certain nombre de questions comme celle du chômage, où nous disions que, mais pas seulement pour la Martinique d'ailleurs, nous l'étendions à toutes les éventuelles régions de France où le taux de chômage serait tellement important, surtout le taux de chômage des jeunes, pour avancer l'idée, par exemple, d'une priorité d'emploi aux locaux, en tout cas en Martinique, aux Martiniquais, à compétences suffisantes. Alors, la différence entre compétences suffisantes et compétences égales, c'est que effectivement, si pour un emploi donné, le niveau requis c'est le BTS, s'il y a en compétition un Martiniquais titulaire d'un BTS et un non-Martiniquais titulaire d'une maîtrise, nous ferions le choix du Martiniquais. Donc, sur ces questions-là, ça nous paraît essentiel. Il y a la question aussi, parce que nous sommes un pays à taille modeste, même si c'est un pays au grand cœur et avec des valeurs sûres, il y a la question aussi du foncier, de la maîtrise du foncier. Il y a la question aussi des orientations économiques. Que voulons-nous comme développement économique? Est-ce que nous voulons un développement économique qui continue à relever de l'import-export, c'est-à-dire de l'économie de comptoir, ou est-ce que nous sommes déterminés à avoir ce que nous appelons une économie endogène? Et pour ça, je vais prendre un exemple. C'est la question qui fait la relation entre l'économie et l'écologie. C'est la question de la transition écologique. Aujourd'hui, on le voit bien, les enjeux de la transition écologique, avec notamment la question de l'implantation de la 3e ferme éolienne à Macouba. Et on l'a vu, une levée de bouclier des habitants de Grand-Rivière, disant pas question de bloquer notre commune pendant 6 à 7 mois pour ça. Mais ce qui se pose pour nous cette question, c'est qu'on le constate, on part dans les mêmes errements. On a vu dans quelle situation on était avec cette histoire de monoculture d'exportation, de monoculture agricole qui est la banane. Et j'ai l'impression que sur la question énergétique, au lieu de saisir toutes les opportunités du tournant que représente justement la transition énergétique, on est en train en fait de recréer une même logique, qui est la logique de la monoactivité, sur une base ce que certains spécialistes appellent l'extractivisme, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne pose pas la question de l'énergie pour satisfaire les besoins de population, mais justement c'est toujours pour vendre et vendre à l'extérieur au profit de certains et au détriment du plus grand nombre. Parce que il faut dire que concentrer ce type d'activité énergétique dans un périmètre, dans le même périmètre, c'est pas sans conséquence sur la santé des gens, sur l'écosystème, etc., etc. Oui, alors mais j'ai là le rapport d'enquête justement sur cette question d'éolienne. Bon, c'est une incidente qui est datée du 7 août 2020. Sur 7 communes consultées, une seule a délibéré. Alors, je ne vais pas les citer j'ai des personnes. Enfin, il y a de quoi s'interroger. On consulte dans les communes du périmètre. Il y en a 7. Il y en a une qui délibère, qui réunit son conseil municipal et qui donne un avis qui était positif. Et les 6 autres, y compris dans Rivière, je vais citer celle-là, ne délibèrent pas. Et quand j'ai lu ça, ça m'a surpris. Et c'est ce que je pense que nos compatriotes ont tendance à ne pas très bien saisir.
Donc, alors, je suis un peu d'accord avec toi, sauf que c'est quand même compliqué. Et je le dis souvent, d'ailleurs, lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer les experts de l'UNESCO, je leur ai dit ceci. Je leur ai dit qu'en fait, nous, élus martiniquais, nous n'avons pas, je parle des générations d'élus, je vais en citer un notamment, historiquement, nous n'avons pas attendu l'UNESCO pour comprendre quelquefois, pas toujours, la nécessité de préserver. Mais je reviendrai surtout au périmètre prêcheur Grand-Rivière. Je crois que c'est pour ça que je le dis, et je le dis à l'occasion des élections législatives. Il faut des élus, plus encore, parce que je pourrais parler aussi du photovoltaïque, mais j'y reviendrai, sur un travers dont il faut se méfier. Il faut qu'il y ait des élus animés de conviction. Il faut qu'il y ait des élus animés de conviction. Donc ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas prononcés, ils n'avaient pas de conviction. Peut-être pas. Et ils peuvent subir la pression de l'emploi, pensant qu'une activité de ce type peut générer. C'est toujours ce qu'on promet. On promet l'école, et je vais prendre un exemple très précis sur la question du photovoltaïque, on promet l'école, on promet des impôts. Donc, un maire qui est pris, parce qu'il y a une grosse pression des maires par rapport au niveau de pauvreté, surtout dans le Nord et aux difficultés des gens, qui fait que c'est pas toujours évident de se positionner. D'emploi, c'est pas grand-chose. Mais je trouve pas non plus très courageux. Et je le dis très clairement, j'aurais préféré, parce que je pense bien qu'un certain nombre d'élus de la collectivité majeure d'une part et de Cap-Nord d'autre part ont compris les difficultés de ce type d'implantation. Mais au lieu de dire franchement qu'on n'est pas d'accord justement avec cette tendance de redéveloppement comme monoculture, on va trouver des arguments techniques liés au calibrage des ouvrages type pont, à la capacité des routes à supporter un tonnage donné, pour dire que non. Moi je dis non. Bien sûr qu'il y a des éléments relevant de ce type, puisque c'est vrai que ça risque d'abîmer, je le vois bien sûr entre Prêcheur et Saint-Pierre, très souvent un certain nombre d'activités abîment beaucoup les routes et dont la réfection reste à la charge des collectivités. Bon, donc ça c'est un argument, mais ça n'est pas l'argument qui me paraît le plus important. Je ne voulais pas considérer ce débat, mais parce je voudrais que quand la même... CTM avait donné son accord. Oui, dans un premier temps. Voilà, mais, en 2019. Elle s'est rétractée parce qu'il y a un changement de majorité. Voilà. Bon. C'est déjà quand même mieux. C'est déjà quand même mieux ou plus courageux. Ce que je veux dire, revenir quand même sur cette idée de protection. Je veux dire aussi que, et c'est ça, c'est ce qui me revient. Dans les années 50, entre Prêcheur et Grand-Rivière, il y avait des propositions, et à l'époque où on peut dire que les imaginaires étaient loin d'être décolonisés par les valeurs du productivisme et d'une logique économique que l'on sait, des maires se sont opposés à la route Prêcheur-Grand-Rivière, et heureusement, parce que s'il n'y avait pas cette opposition à cette route-là, on n'aurait jamais pu envisager une inscription au patrimoine commun de l'UNESCO. Des maires se sont opposés à l'implantation, par exemple à Anse-Couleuve, eh bien de ce qui est devenu le sanatorium et après le centre hospitalier du Nord-Caraïbe. C'était mieux qu'il soit au Carbet parce que au Carbet, il ne peut pas porter atteinte à notre biodiversité et à ce hotspot en matière de biodiversité qui est l'extraordinaire forêt entre Prêcheur et Grand-Rivière. Donc je veux dire qu'il y a une tradition effectivement, et moi je dis que ces maires-là, tu en sais quelque chose, eux, au moins, ils avaient des convictions. Et ce qu'il faudrait que nous ayons aujourd'hui, c'est des élus martiniquais animés vraiment de convictions. On est d'accord. Et ce que je pointe du doigt, ce n'est pas le fait qu'ils aient ou non des convictions, c'est qu'on leur demande leur avis et qu'ils ne le donnent pas. C'est ça qui me paraît. Mais voilà la liste. Ne pas donner. Regarde la liste. Ne pas donner. Regarde la liste. Oui, ne pas donner un avis, c'est peut-être en avoir un en fait. Ah ben je ne sais pas, mais bon. C'est une forme il faut dire non. Ouais. Ou alors il ne sait pas quoi ils fillon. Enfin bon. Ouais. J'ai une autre question. Oui. L'autre question, c'est que tu as fait part de l'intérêt de ton intérêt de pays pour le programme de la NUPES, même avec un point de vue qui est évidemment celui de la Martinique. Mais pourquoi, dans ces conditions-là, avoir une telle multiplicité de candidats qui soutiennent le même programme? Comment un électeur va-t-il faire? Il n'y a pas de circonscription, enfin en dehors du Sud, à ma connaissance, hein, et encore, il y a une candidate Europe Écologie Les Verts, enfin elle appelle ça Caraïbes Écologie Les Verts, des candidats issus de mouvements politiques intégrés à la NUPES, puisqu'il n'y a pas d'accord en Martinique, sont représentés. Donc, il y a plusieurs candidats qui disent, voilà mon programme. Je suis électeur. Qui s'en a fait? Comment on fait? Donc, c'est sur la tête des gens, alors. Donc, j'ai envie d'une femme, j'ai envie d'un homme, celui-là parle bien, celui-là parle moins bien. Comment est-ce que
on s'interroge sur la perception que cela peut donner au niveau de l'électeur lambda qui ne rentre pas dans toutes les nuances dans lesquelles on est susceptible de rentrer. On n'est pas né de la dernière pluie. Tu es un militant politique. Je l'ai été, je le fais toujours sous une autre forme. Bon, voilà. Est-ce que ça n'est pas un problème? Pour moi, ça c'en est un. Parce que je ne peux pas dire d'un côté, il faut être cohérent, que je regrette que la gauche soit dans l'incapacité de se rassembler en France, et que je dise il faut qu'elle soit divisée et complètement dispersée en Martinique. Pas du tout. Moi, je regrette que nous n'ayons pas pu avoir un accord. D'ailleurs, je te ferai remarquer que je ne vois pas pourquoi les dits dom-tom, c'est-à-dire les pays anciennement colonies, ont échappé à l'accord de la NUPES. On a décidé que pour eux, une fois, c'était une spécificité. Ils n'avaient peut-être pas à se mettre d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Et puis, pourquoi? Parce que là, j'attire l'attention sur un danger. C'est pour ça que très tôt, et je me réclame d'ailleurs d'une écologie décoloniale, j'ai eu en cela un maître à penser que je remercie, c'est-à-dire apprendre à penser par nous-mêmes. Et nous disons que nous refusons la subordination à quelque parti que ce soit. Ce qui explique qu'ils n'ont pas voulu prendre nous décider à notre place. Non, mais j'ai l'impression justement qu'il y a une compétition des partis français, y compris de gauche, et qui se joue y compris sur le terrain de jeu qui est les dits dom-tom ou les outre-mer. Et c'est en cela que je dis que nous, et j'ai toujours été un militant, tu me connais pour ça, ayant œuvré pour l'unité. Mais quand on dit l'unité, bien sûr, il faut sélectionner des candidats. Parce que, bon, on peut pas dire, d'un côté, l'un des points d'achoppement, ça peut être le fait de se mettre d'accord sur un candidat ou un autre. Moi, je pense qu'il y avait des critères très précis. Des critères très précis, c'est l'engagement, parce que je dis qu'il y a deux formes d'ancrage. Il y a l'ancrage territorial. Moi, je crois que pour être l'élu que je suis, j'ai cet ancrage territorial. Mais comme je te le disais, s'agissant de la question des valeurs, il y a aussi l'ancrage idéologique. Il faut avoir une vision. Et moi, je crois que, par exemple, dans le Nord, le candidat que je suis pouvait réunir ces deux ancrages. Bon, maintenant, on n'a pas pu. Pour moi, l'unité, c'est aussi une construction. On n'a pas pu. Mais là, de toute façon, on n'a pas pu se mettre d'accord. Ce que je souhaite, et j'en suis persuadé par contre, c'est que nous saurons nous retrouver au second tour pour gagner et assurer la victoire. Alors, la lumière verte s'allume, donc l'émission n'est pas tardée à finir. J'ai deux questions. Bien évidemment, si tu es élu, tu es maire du Prêcheur, il te va falloir abandonner un mandat. Lequel? Alors, maire du Prêcheur, je ne pourrais pas l'être. Donc forcément, si je me présente aux législatives, c'est pas pour dire je vais rester au poste de maire. Par contre, il y a un autre aspect que je voudrais aborder avec toi, c'est que par contre, j'aurai le choix, après, parce que je suis aussi conseiller territorial, entre conseiller territorial et conseiller municipal. Donc, je penche plutôt pour demeurer au conseil municipal, plus que de rester Donc, pour garder un heure, si ça ne passe au Prêcheur. Pour rester, parce que mes camarades, comme nous étions l'US unique, ça veut dire que si je pars, ça fera un élément de moins, et je pense que nous avons besoin du maximum de force et d'énergie pour porter les projets importants du Prêcheur. Deuxième question rapide, si tu es élu, tu t'affilies dans quel groupe? Alors c'est clair que je serai, on ne sait pas quelle sera la situation. Mais chaque mouvement politique ou à son groupe et un intergroupe. Je serai de l'intergroupe NUPES, probablement. Non mais il y a d'abord des groupes. Je sais qu'il y a un groupe, mais il n'y aura pas de groupe NUPES, il y a un intergroupe. Non, je serai de l'intergroupe NUPES. Oui. Après, je verrai donc la configuration pour savoir dans quel groupe. Non, comme tu as dit que tu avais participé pour Jadot, je pensais que tu me dirais Europe. Non, mais j'attends de voir quels seront les résultats, combien seront, de quoi sera composé le groupe des Verts, etc., et celui des autres groupes. Notre émission touche déjà à sa fin, malheureusement. Tu vois, c'est très rapide. Donc, c'est le moment pour toi de t'adresser aux électeurs de la circonscription du Nord et leur dire ce que tu as à leur dire pour qu'ils puissent t'apporter des suffrages au premier tour des élections législatives. Alors, je voudrais dire aux Martiniquaises et aux Martiniquais et aux personnes, aux habitants du Nord, que les élections législatives, c'est une élection législative avec son importance par rapport à une situation à la fois conjoncturelle, structurelle, mais c'est surtout l'occasion de redonner espoir au peuple martiniquais, de retrouver une certaine espérance, une certaine croyance dans la capacité de la politique à changer la vie et à changer les choses. Moi, je crois que c'est ça qui est fondamental, au-delà des éléments programmatiques. C'est pour cette raison que je leur dis très clairement d'aller voter d'une part, pour ne pas laisser d'autres choisir à leur place, et de faire le choix de voter pour Marcelin Nadeau,
et aussi ma suppléante, parce que je suis du Nord-Caraïbe, mais j'ai choisi une suppléante du Nord-Atlantique, c'est une marigotine, une jeune marigotine de 30 ans, technicienne du bâtiment, et qui est connue pour s'être beaucoup engagée dans les actions de solidarité caritative en faveur des plus humbles. Et à ce titre d'ailleurs, où cette action lui a valu d'avoir obtenu le prix de prodige de la République. Donc, vous voyez, nous sommes des militants, ce que je disais, elle comme moi, nous sommes des militants, et c'est pour ça que je dis que le modèle d'élu que nous sommes ou que nous serions, nous resterons des militants élus et des élus militants. Eh bien, Marcelin Nadeau, sur ces mots, notre Merci. réunion se termine, hélas. Merci. Je pense que nous aurions pu discuter très longtemps encore, mais Avec bon, plaisir. toutes les bonnes choses ont eu fin. Ouais, merci.